Il est de tradition que le président délégué de l'école accueille les élèves avocats et s'adresse à eux. Eh bien, c'est uniquement à vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs les élèves avocats, c'est uniquement à vous que je vais maintenant m'adresser. La joie intense qui a été la vôtre lorsque vous avez été reçus avec succès à l'examen d'entrée au Centre régional de formation des avocats, cette joie intense semble comme se prolonger aujourd'hui. Puisque vous êtes ici, dans ce palais qui n'est pas encore celui de justice, puisque, si j'ai bien compris, vous avez désormais sur votre poignet un tampon vert et ensuite un tampon rouge, ce qui est tout à fait impressionnant, puisque Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur Laurent Fabius, qui est en marche vers ce palais, sera bientôt personnellement présent ici, et il est le parrain, excusez du peu, de votre promotion, et parce que ensuite, ainsi qu'on vous l'a expliqué tout à l'heure, la Cour d'appel de Paris, au grand complet, présidée par sa première présidente, Madame Chantal Arens, viendra ici siéger en audience foraine pour recueillir votre premier serment d'avocat. Et pourtant, au moment même où vous avez franchi le seuil, vous avez dû avoir le sentiment qu'en réalité, tout était encore devant vous et qu'un nouveau défi vous attendait. Et ce défi, quel est-il? Ce défi, c'est celui de pouvoir acquérir les réflexes méthodologiques de votre profession à venir. Ces réflexes méthodologiques, ces réflexes de l'avocat qui sont consubstantiels à son exercice, vous en ignorez encore tout aujourd'hui. Le réflexe déontologique, le réflexe procédural, le réflexe de la question prioritaire de constitutionnalité, le réflexe européen ou celui de la Cour européenne des droits de l'homme. Tous les enseignements de l'école, je dis bien tous, qui ont été profondément repensés depuis une année et qui sont aujourd'hui écrits avec le concours de toute une série de personnalités éminentes et scientifiques dont certaines se trouvent ici dans cette salle, tous les enseignements de l'école sont construits, sont tournés vers ce but méthodologique. Mais vous aurez aussi à acquérir la maîtrise de l'analyse juridique. Et pourquoi donc? Tout simplement parce que le droit n'est plus aujourd'hui celui d'hier. Hier, la primauté de la loi était là. C'était le temps où la France constituait un empire et où le Code civil français constituait la référence, le modèle pour les droits en devenir. Aujourd'hui, vous le savez, depuis longtemps, tout a changé. Nous assistons à, j'allais dire, à une prolifération, à un pullulement, à un grouillement des cellules qui constituent la matière juridique. C'est même à se demander si certaines de ces cellules ne seraient pas malignes. Et pourtant, au même moment, eh bien, ce grouillement de textes, tout le monde peut en avoir connaissance, grâce à ce que l'on appelle toujours, et je ne sais pas pourquoi, les nouvelles technologies. Grâce aux nouvelles technologies, chacun a accès à ce fatras de règles. Si bien que votre travail d'avocat ne sera plus tout à fait celui qui était celui du travail d'hier. L'on allait voir un avocat parce qu'il connaissait la règle. Aujourd'hui, puisque chacun connaît la règle, vous serez choisi parce que vous pourrez, vous, apporter votre éclairage, votre conseil, votre expertise. Vous le voyez, vous avez pas mal de défis à surmonter et vous avez
un travail opiniâtre à effectuer au sein de cette école pendant 18 mois, on vous l'a dit et vous le savez déjà. 18 mois. Mais c'est interminable. 18 mois, c'est un bagne. Et à la fin de ces 18 mois, vous allez devoir passer l'examen de sortie, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Et je suppose que parmi vous, il y en a certains qui se disent que cet examen leur est déjà acquis. Parce qu'ils connaissent les statistiques et sur ce point, ils sont très très forts, n'est-ce pas? Et ils ont constaté que finalement, chaque année, ce n'est qu'une poignée d'élèves avocats qui sont recalés à l'examen de sortie, qu'ils se méfient cependant. Parce que depuis quelque temps, et je ne sais pas si ce quelque temps coïncide avec ma venue au sein de l'école, mais depuis quelque temps, eh bien, l'on peut constater que la poignée de recalés devient plutôt une brassée. Ce qui veut dire que si vous aviez toujours l'idée que l'examen de sortie vous est acquis d'emblée, alors je suppose que vous auriez peut-être la tentation, mais elle serait certainement tout à fait pernicieuse, de reproduire à l'école, je dirais, les réflexes de potache que vous aviez peut-être à l'université. Vous savez, émarger un cours sans y assister. Vous savez, déployer des trésors d'ingéniosité pour découvrir le corrigé tout fait d'un exercice, sans s'ingénier à résoudre cet exercice par soi-même et seul. Si vous aviez cette mentalité, la mentalité de l'université où l'on cherche finalement à atteindre la moyenne, vous feriez un très mauvais calcul. Parce que, voyez-vous, le temps de l'université aujourd'hui est définitivement clos. Aujourd'hui, vous êtes dans une école de combat. Et pourquoi donc? Parce que nous sommes une profession où ses membres passent leur temps à se combattre entre eux. Et pour l'emporter sur l'autre, il ne suffit pas d'atteindre la moyenne. Non. Il ne suffit pas d'être bon, il ne suffit pas d'être très bon, il faut être le meilleur. Et vous apprendrez peut-être, à vos dépens, qu'il n'est pas toujours suffisant d'être le meilleur pour l'emporter. Vous avez choisi cette profession parce que vous souhaitez incarner la défense. La défense. Et celui qui vous parle est, je crois, bien placé pour vous dire combien ce choix est judicieux. La défense. Mais cette vocation vous apprendra aussi ce qu'est la solitude. J'allais dire, la solitude vraie. Vous savez, celle qu'on ressent lorsque un magistrat, un président ou une présidente se tourne vers vous en vous disant « Nous vous écoutons, maître, vous avez la parole ». Vous aurez alors 5 minutes pour votre plaidoirie, ou 15 minutes, mais pas une de plus, si vous deviez comparaître devant le Conseil constitutionnel. Ou vous aurez peut-être pour votre plaidoirie 1 heure, mais que vous ayez 5 minutes, 15 minutes ou 1 heure, vous n'aurez que cette fraction de temps pour convaincre, pour l'emporter sur l'autre, cet avocat, ce confrère, peut-être celle ou celui qui est à vos côtés aujourd'hui dans cette salle, cet autre, et qui, à cet instant précis, dans cette salle d'audience future, nourrira contre vous les mêmes ambitions, mais des ambitions opposées. Vous savez, aussi talentueux soit-il, l'avocat ne laisse rien derrière lui, à la différence d'autres professionnels qui peuvent, j'allais dire, s'enorgueillir de laisser une œuvre. Non, l'avocat n'est pas un architecte, ou alors, s'il est un architecte, il n'est que l'architecte du vent. C'est monsieur le bâtonnier Christian Ferrière-Bonazel qui disait que l'avocat sculpte ses paroles
dans le vent. Alors, votre plaidoirie. Dans votre plaidoirie, aucun mot ne sera superflu. Chaque mot sera nécessaire. Votre plaidoirie, si je souhaitais en donner une définition, devra traduire, je dirais, la convenance de toutes les parties avec l'ensemble auquel elles appartiendront, de telle sorte que vous ne puissiez rien ajouter, retrancher ou modifier sans rendre le tout moins nécessaire. En réalité, cette définition que j'attribue à la plaidoirie, c'est la définition de la beauté qui a été donnée au début du XVe siècle et pour toujours, par Leon Battista Alberti, dont je vous suggère d'aller parcourir les ouvrages, de telle sorte que l'on ne puisse rien ajouter, retrancher ou modifier, qui rendent le tout moins nécessaire. En êtes-vous là? Si vous aviez le sentiment que peut-être, tout n'est pas tout à fait encore réussi ou atteint, alors je vous invite de faire de cette école l'irrésistible tremplin, la formidable rampe de lancement de votre exercice professionnel futur. Ne décevez pas votre école. Foncez!